Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois Onora qui est... Alors, par où je vais commencer? Elle est à Nana Impériale de la première heure. Elle fait partie de ma team aujourd'hui. Elle est la spécialiste des mécanismes. Elle fait aussi partie des mentors. Enfin, Onora est un peu partout à l'intérieur des programmes. Elle fait aussi partie du programme Icebreaker et du programme Vision Builder. Parce qu'elle a ces espèces de cerveau que tout le monde aimerait bien avoir, qui arrive à décoder les choses et à sortir un concept de quelque chose qui nous semble nébuleux ou à faire d'un concept nébuleux quelque chose d'hyper intelligible pour vous. Elle a une opinion extrêmement intéressante sur les groupes de pairs dont je voulais absolument qu'on parle ici parce que ça dénote de ce qu'on pense de la cohabitation des femmes les unes avec les autres et que je crois que notre croissance se fait au prix de l'évolution de nos paradigmes. Je trouve qu'on aurait la bonne personne pour vous aider à faire évoluer vos paradigmes sur le fait de travailler ou d'être entouré par d'autres femmes. Honora, est-ce que je peux te laisser te présenter en 3 mots, s'il te plaît? En 3 mots, je suis contribution, exigence et sensibilité. Vous avez entendu ça? Honora, lors du séminaire de la Nana Impériale, tu as fait une intervention qui a laissé tout le monde pantois au sujet du groupe de pairs. Alors, pour celles qui ne savent pas, les groupes de pairs... Non, je vais laisser Honora vous expliquer ça, ce sera mieux que moi. Un groupe de pairs, qu'est-ce que c'est, Honora? C'est un groupe de personnes, de femmes, en théorie dans la Nana Impériale, avec lequel on fait le point à fréquence régulière sur son avancée vers ses objectifs. C'est pas un groupe de copines, en tout cas pas a priori, parce qu'on a besoin que ce soit des femmes qui puissent faire preuve de bienveillance sans complaisance, qui puissent nous dire attention, là tu ne vas pas tout à fait dans la direction dans laquelle tu t'étais engagée à aller, et qui puissent sans cesse nous rappeler de quoi on est capable, vers quoi on s'est engagé à aller justement, et qui peuvent aussi nous rappeler de sans cesse avancer, en fait, sans cesse aller vers notre croissance, vers plus grand, en fait, vers mieux, vers plus, etc. Alors, j'adore ça parce que la première chose que tu dis, c'est, a priori, c'est pas un groupe de copines. En fait, pour grandir, c'est pas forcément d'un groupe de copines qu'on a besoin. Non, pas forcément. Le risque, parfois, avec les copines, c'est qu'elles vont vouloir nous protéger. C'est normal, elles nous aiment, elles ont envie qu'on soit en sécurité, en fait, qu'on ne souffre pas. Et donc, elles pourraient parfois avoir tendance à nous dire, attention, est-ce que tu es sûre de la direction dans laquelle tu vas là? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que c'est pas risqué? Et nous, c'est pas toujours ce dont on a besoin. On a parfois besoin aussi de personnes qui vont juste prendre soin de nous, mais on n'a pas besoin que de ça. Et on a aussi besoin de personnes qui vont nous dire, OK, vas-y, essaie, ose. J'adore ça. Mais il y a quand même un risque évident au copinage au bout d'un moment. Quand ça fait un moment qu'on compagnonne, qu'on chemine ensemble vers nos propres objectifs, est-ce qu'il est possible de rester un groupe de pairs efficient alors que se développe de l'amitié, de la tendresse, de l'amour, de la complicité? Je crois que oui, et je crois que ça rend d'ailleurs ces relations-là encore plus belles parce qu'on a posé des bases, en fait, on a posé des fondations, on est parti d'un postulat selon lequel, en fait, ce qui nous intéressait, c'était la croissance mutuelle, en fait. Donc, comme on est parti de ça, même quand on devient des copines, et c'est le cas de certaines personnes, de certains anciens membres de mes groupes de pairs, en fait, on parle quand même de cette base-là. Donc, on va s'aimer fort, mais on va se souvenir qu'on va d'abord être des gardiennes de la puissance l'une de l'autre, en fait. J'adore ça. Et je trouve que ce que tu dis est extrêmement inspirant parce que ça pose la question du cadre d'une relation. Alors, on va faire une digression. Très souvent, lorsque je parle avec des femmes, des relations de couple, l'idée, ce serait qu'au début, il faudrait laisser les choses aller, laisser faire pour ne pas brusquer l'autre, pour ne pas l'effrayer, pour qu'il ne se détourne pas de nous. Là où moi, ma position, c'est que le mieux, c'est qu'on ait un cadre au début.
je sais ce que je veux, tu sais ce que tu veux, on sait à l'intérieur de quel cadre ça fonctionne pour nous. Ça ne veut pas dire que le cadre est immuable. La preuve, Honora a dit discrètement certains membres de mes anciens groupes de pairs. Donc, elle a changé de groupe de pairs au fil du temps, mais ces personnes sont restées dans sa vie. Je crois que poser un cadre est rassurant pour nous et rassurant pour l'autre. Quand je sais ce que tu attends de moi, quand je sais ce que tu m'autorises à faire ou pas, c'est plus simple pour moi. Je vais vous prendre un exemple d'ailleurs dont Honora fait partie. Il arrive régulièrement qu'on franchisse certaines l'une de mes limites et qu'en l'occurrence, on m'appelle Manuela dans le cadre de mon boulot. On ne m'appelle pas Manuela dans le cadre de mon boulot. Dans le cadre de mon boulot, je suis ma vie comme Manuela Victoire. Et en fait, mes intimes, mes proches m'appellent Manuela. Les membres de mon équipe savent tous que, en fait, une fois qu'on m'a appelé Manuela, en fait, on m'a agressé, on est rentré dans mon intimité et je n'ai plus le sentiment qu'on veut interagir avec moi sur un terrain professionnel. Du coup, je n'ai plus envie d'interagir. Et dernièrement, Honora, à plusieurs reprises, rappelé que mes proches, mes intimes m'appellent Manuela, mais que dans le cadre du boulot, ça demeure ma vie. Mais en fait, on n'a que très peu de personnes, je crois que ça ne nous est même jamais arrivé que qui que ce soit nous s'offusque du fait qu'on ait dit c'est comme ça. Parce qu'en fait, le cadre est posé. Le cadre est posé, ça me va pas, je reste pas, mais au moins, on n'est pas tout le temps en train de se demander est-ce que c'est possible ou pas. Donc, quand on aura dit le début, le cadre de la relation, c'est la croissance mutuelle, c'est le préalable en fait. S'il y a une chose qui doit rester entre nous, c'est ça, c'est le cadre. Honora, alors, tu disais quelque chose de... Alors, on va étendre ce qu'on vous dit. On pratique, on a des groupes de pairs à l'intérieur de notre programme, mais vous pouvez avoir des groupes de pairs n'importe où. Vous n'êtes pas obligé d'être membre de notre programme pour avoir un groupe de pairs. Honora, en fait, à l'intérieur de la nana impériale, quand tu dis qu'il ne faut pas forcément que ce soit des copines, comment on les trouve, ces gens-là? Donc, on fait une demande toute simple. En se présentant brièvement, on peut se présenter à travers nos valeurs, parce que ça, c'est quand même le meilleur moyen d'attirer à soi des personnes qui vont être en accord avec notre vision des choses et en accord avec ce qui est important pour nous. Et puis, on parle de nos attentes, tout simplement, comme dans toute relation, finalement, enfin, idéalement. On dit, voilà ce que j'aimerais comme atmosphère, par exemple, voilà ce qui compte pour moi, et voilà la fréquence à laquelle j'aimerais qu'on se rencontre. Et puis voilà, et puis les personnes qui correspondent à ça, qui se disent, ah tiens, cette présentation-là me parle particulièrement, répondent en général. Et puis le groupe ce soir. Ce qui est inspirant dans ce que Honora dit, c'est que, alors, j'ai coutume de dire que quand on demande aux gens leurs valeurs, ils servent la soupe à la vanille, que tout le monde sert. Moi, mes valeurs, c'est la solidarité, l'amour, la famille, la générosité, la bienveillance. En fait, ça, on n'en a rien à foutre parce que c'est pas ça qui va aider l'autre à se dire, OK, ça, c'est une personne en qui je me reconnais ou ça, c'est une personne avec qui je vais avancer. Et si on partait du principe que ces valeurs-là étaient les mêmes pour tout le monde, elles sont universelles, on part du principe que tout le monde les a. Ce qui est important quand on se présente, quand on présente nos valeurs, c'est de présenter les valeurs atypiques. Celles qui, parfois, nous demandent du courage à assumer. Donne-moi une de tes valeurs atypiques. Eh bien, l'exigence. Alors, j'ai parfois un peu de mal à d'amener, c'est la rigueur ou l'exigence, mais ça, c'est une des valeurs atypiques. Et c'est atypique parce que je peux parfois me retrouver en contact avec des personnes qui vont dire bon, on va faire ça comme ça et puis c'est bon. Et en fait, dans mon groupe, ça n'arrive jamais parce que comme elles savent ça, des fois même certaines vont dire alors je vais expliquer ou je vais faire le truc un peu mieux parce qu'on aura risque de réagir un peu. Mais c'est génial parce que quand on sait ce qui est important pour les autres. En fait, on s'assure d'être en accord avec ça. Et c'est ça qui maintient un bon climat, en fait, dans le groupe. C'est ça qui fait que chacun se sent bien, se sent en sécurité. Même si on n'est pas des copines, on se sent en sécurité. Parce qu'au début, évidemment, les membres du groupe, ce sont des inconnus, souvent pour nous. Et ça, je trouve que ça facilite vraiment les liens, en fait, au départ. On fait les choses en se disant, OK, est-ce que si je fais les choses de cette façon, ça garantit que tout le monde se sente bien? Est-ce que ça fait en sorte de faire grandir l'autre aussi? En accord avec ce qui est important pour lui, et ça c'est chouette. C'est extraordinaire. Ce qu'on aura dit, c'est nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes valeurs pour pouvoir cohabiter, pour pouvoir arriver à quelque chose de bien, arriver à un chouette résultat.
Honora vous disait que la rigueur et l'exigence font partie de ces valeurs atypiques parce que très souvent, c'est connoté de façon extrêmement négative, en fait. Et donc, ça demande du courage. Je dis, moi, je suis quelqu'un d'hyper rigoureux, en fait. Je suis quelqu'un d'exigeant parce que ça demande que tu affrontes le regard de l'autre qui peut-être se dira que tu es psychorigide, que tu es monomaniaque, etc. Ou insatisfaite, parce que parfois l'exigence est vue comme telle, mais tu veux toujours plus, mais oui, parce que c'est ça, je pense, j'ai des standards élevés, donc j'ai envie que ma vie soit à l'image de ces standards. J'adore ça. L'une de mes valeurs, ma valeur la plus atypique, c'est le beau. Enfin, c'est pas négociable, en fait. Pour moi, je veux que ça soit beau, j'aime que ce soit beau, je me sens même pas bien si c'est pas beau. Honora et moi collaborons dans le cadre professionnel, c'est pas dans les valeurs de Nora, le beau. Par contre, comme on collabore, comme on sait accepter l'une et l'autre, elle sait dire, là, on va pas passer. Marie va jamais valider ça. Et inversement, en fait, quand je fais un briefing, je sais que auprès de telle personne de l'équipe, je vais passer, auprès de Nora, il va falloir que je prenne un petit peu plus de temps et que je définisse de façon un peu plus précise ce que je veux, l'endroit où on va, quelles sont les attentes, qu'est-ce que je veux qu'elle apporte. En fait, c'est exactement ça que vous allez trouver à l'intérieur d'un groupe de pairs. Le groupe de pairs va vous obliger à chercher à l'intérieur de vous. Voilà ce qui est important pour moi. Voilà ce sur quoi je ne suis pas prête à transiger. Et ça va vous apprendre à comprendre comment cohabiter avec l'autre qui a une autre façon de voir les choses que nous. Alors, quel intérêt ça a? J'ai adoré je crois que c'était 8 raisons, je crois que c'était 8 avantages que tu nous as présentés. Si tu te rappelles de tout ce qui serait une prouesse de dingue, ça serait chouette que tu les présentes. Mais sinon, donne-nous ce que tu as. Quel intérêt ça a de créer ce petit truc un peu hybride? Parce que les gens ont déjà leur groupe d'amis, ont déjà leur famille. Quel intérêt ça a? Alors, je sais que le premier dont j'ai parlé, c'était le fait que ça puisse aider à apaiser l'intensité de nos émotions. Et comme ça, on se dit, oui, mais bon, peut-être que mes émotions intenses, j'ai envie plutôt de les partager avec des proches. Sauf que comme on le disait tout à l'heure, peut-être que parfois les proches se diront, oh non, ma pauvre, et puis on a juste envie de vous prendre dans leurs bras, et c'est tout. Alors que le groupe, peut-être qu'il fera ça, mais il vous aidera aussi à prendre du recul en vous disant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon d'envisager cette situation? Parce qu'en vérité, les émotions sont souvent liées aux interprétations qu'on fait des situations qu'on vit. Et parfois, le groupe simplement dira, écoute, moi, je ne voudrais pas interpréter les choses de cette façon. Ou est-ce que tu pourrais utiliser cette situation pour aller justement plus loin, pour justement avancer d'une façon différente vers tes objectifs, etc. Et ça, c'est vraiment un bénéfice que je trouve incroyable. Donc ça, je sais que c'était le premier. Je sais que j'ai aussi parlé du changement de stratégie. Ça, c'est quelque chose qui a été un vrai apprentissage cette année pour moi parce que je me considérais comme manquant de flexibilité jusqu'à il y a encore peu de temps. Et je me disais toujours, mais si j'ai commencé à faire mon truc, en fait, il faut que j'aille au bout. Et il n'est pas question de changer de plan en cours de route. En fait, et pour tout vous dire, je trouvais ça capricieux avant de changer de plan en cours de route. J'adore et ça. En fait, moi. Je me disais, en fait, c'est comme si tu te dis que tu vas faire un truc, et puis voilà, du jour au lendemain, finalement, tu ne vas pas le faire, puis tu vas faire autre chose. Puis en fait, je me disais, mais oui, enfin, oui, je sais pas. C'est une drôle de pensée, mais c'est ça. Je trouvais ça capricieux. Et en fait, à plusieurs reprises cette année, j'ai été embêtée dans l'avancée vers des objectifs. Et c'est mon groupe qui m'a dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon, en fait, d'atteindre le même but, mais en s'y prenant différemment? Et en plus, j'étais souvent réfractaire jusqu'à ce que je me dise, bon, il faut quand même se rendre à l'évidence, la façon de faire actuelle ne fonctionne pas. Alors, c'est soit on s'obstine éternellement, soit effectivement, on est flexible et on accueille le fait que peut-être qu'il y aurait une autre façon de faire. On essaie et puis on voit si ça passe ou pas. Donc, ça, c'est vraiment un truc, voilà, il met en lumière le changement, la nécessité d'un changement de stratégie. Je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire. Alors, mince, j'ai eu une question... Par rapport à l'aspect capricieux? Non, c'était par rapport à l'histoire du changement de stratégie. Mince. Oh, zut. Le groupe de pairs met en lumière la nécessité d'un changement de stratégie. Pourquoi? Qu'est-ce que tu apportes au groupe de pairs à ce moment-là, en fait? La frustration du résultat non atteint, le besoin de brainstormer. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à... Peut-être que c'est le plan, en fait, qui n'est pas bon.
Ça dépend des fois, mais souvent c'était, en fait, je ne ressens pas de plaisir dans l'avancée. Souvent, c'était ça le point de départ. C'était mes envies, moi, de kiffer le processus aussi, pas juste le résultat. Et en ce moment, j'y arrive pas. Et souvent, il y avait aussi la part de doute. Est-ce que c'est toujours la bonne chose à faire? Et parfois, en fait, on le sait juste après. Et parfois aussi, quand on sent bien que quelque chose pointe, c'est ça. À un moment donné, peut-être que ça demande qu'on change la façon de procéder. Et c'est souvent le groupe qui me mettait ça en lumière, parce que si c'était moi toute seule, je me serais obstinée à faire, même si ça ne me plaisait pas. En fait. Et je sais, la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que chacun des membres du groupe de pairs soit coachable. Parce qu'en fait, même s'il n'y a pas à proprement parler de coach à l'intérieur du groupe, il faut bien que tu accueilles ce qui t'est dit avec du oui et plutôt qu'avec du oui mais. Bien sûr. Bien sûr, mais je pense que c'est un préalable qui est presque implicite. C'est que lorsqu'on forme le groupe, on sait que ça va être un groupe de soutien. On sait que ça va être un groupe de personnes qui vont nous aider dans notre avancée, mais qui seront aussi capables de nous dire attention, là, c'est pas ce que tu avais dit que tu allais faire, ou là, c'est pas la bonne direction. Et comme ça fait partie même de la définition du groupe, la plupart du temps, en tout cas, je pense pas que ce soit forcément, que ce soit systématique, mais la plupart du temps, chacun est prêt en fait à recevoir l'aide des autres et même chacun demande souvent, puisqu'on le dit, on parle des 5 points à aborder, ce qu'on a fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce pour quoi on a besoin d'aide et ce qu'on s'engage à faire pour la fois suivante. Donc forcément, a priori, quand on parle de ce pourquoi on a besoin d'aide, on est prêt à recevoir l'aide et le soutien des autres. Je voudrais qu'on s'arrête là. J'ai l'impression que l'un des obstacles à la constitution d'un groupe de pairs, c'est le fait que certaines ne veuillent pas se dévoiler et le sentiment qu'on va rentrer dans leur intimité. Est-ce que forcément, demander de l'aide, avoir un groupe de pairs, est-ce que forcément ça implique d'aborder notre intimité? Non, pas du tout. Alors, j'ai envie d'abord de rebondir en disant que l'une des autres raisons, c'est j'ai l'impression qu'on a adhéré à l'idée selon laquelle il y a plus de mérite à être un self-made man, donc à avoir construit notre réussite seul. Et je pense que le premier obstacle, c'est ça, c'est penser qu'en fait, il faut faire les choses seul pour être fort, pour être valable, etc. Et ça, je crois que c'est une grossière erreur, en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de beauté dans l'humilité d'accepter qu'on ait besoin de l'aide des autres. Et par rapport à l'humilité, à l'intimité, pardon, je pense que en fait, on est toujours maître de l'ampleur de ce qu'on partage avec les autres. On peut décider, et j'ai pris des exemples un peu drôles lorsque je présentais le principe des groupes de pairs aux ananas. C'est que je leur ai dit, par exemple, que cette année, un de mes axes de travail, c'était trouver l'amour. Je leur ai dit que je faisais des dates à tant de fréquences par mois, mais je ne leur disais pas à quel restaurant j'allais, comment j'étais habillée, quels sous-vêtements je portais, est-ce que j'avais eu des rapports ou non avec ces personnes que j'avais rencontrées. Ça, c'est mon intimité. Par contre, je leur disais, voilà, ok, je m'engage à faire un date par semaine, par exemple, et je leur disais, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi. Donc, ça, c'est hyper important et je pense que ça garantit encore une fois qu'on se sent en sécurité les unes avec les autres. On décide de ce qui fait partie de notre intimité et on décide de ce qu'on va partager ou non. Et l'intimité, c'est quelque chose de très subjectif, en fait. Ça dépend de chacun. Ce que je considère intime ne sera peut-être pas. Par exemple, je suis très à l'aise avec ma vulnérabilité. Donc, partager mes émotions très désagréables, très inconfortables, ça ne fait pas partie pour moi de l'intimité. Parce que je considère même que c'est ce qui nous rapproche le plus des autres. Mais pour d'autres personnes, c'est intime, en fait. Donc, chacune est libre de décider de ce qu'elle partage. Et c'est important, je pense, qu'au bout d'un certain temps, on soit capable de dire aux autres, voilà la limite de ce que je suis prête à partager ou non avec vous. Canon. Je voudrais qu'on s'apesantisse sur le fait que j'avais décidé de trouver l'amour. Ça a quelque chose d'extrêmement atypique comme façon de présenter les choses, parce que l'idée à laquelle inconsciemment on adhère, c'est j'ai cœur de relier beaucoup d'enfants, donc il faudrait que, comme la foudre, l'amour te tombe dessus dans la rue. Et ce que tu dis, c'est que tu avais une démarche stratégique. Et intentionnelle. Oui, parce que j'adore ça tellement. Honora est un esprit libre. J'aurais dû dire ça parce que je savais qu'elle l'aurait pas dit en se présentant. Oui, Honora est vraiment un esprit libre. Un esprit libre, ce sont ces gens qui réinventent des concepts. Elle voit vraiment la vie sous un angle différent. Quand elle vous dit,
Pour moi, l'intimité, les émotions, les grosses émotions n'ont rien d'intime, etc. On est d'accord que pour 99% de l'humanité, oui, les grosses émotions, c'est intime. Mais c'est comme ça pour beaucoup de choses pour elle. Et du coup, c'est apprendre à son contact est extrêmement édifiant parce qu'en fait, elle élargit le champ des possibles. Une personne qui voit les choses sous un angle extrêmement différent, parfois diamétralement opposé de l'angle sous lequel la majorité des gens considèrent les choses, ouvre, agrandit le champ de la connaissance et le champ des possibles. Raconte-nous, intentionnel, l'amour. Mais en fait, pour moi, je n'adhère pas à l'idée selon laquelle ça nous tombe dessus, comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des histoires de coups de foudre imprévus, de rencontres imprévues, mais on en revient à ma valeur exigence. En fait, je me donne toujours tous les moyens possibles d'accéder à ce à quoi j'aspire. Et donc, pour moi, évidemment, il y avait une part qui n'était pas de ma responsabilité, c'est certain, mais je me disais, je vais m'assurer que tout ce qui est en ma responsabilité, j'en ai pris connaissance et j'ai fait en sorte de travailler dessus, en fait. Et donc, c'est passé autant par des choses au niveau du mindset. Je me suis demandé quelles étaient les croyances que je nourrissais. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Qu'est-ce qui relève de ta responsabilité dans le fait de trouver ou de vivre une relation amoureuse? Ben justement, m'assurer, par exemple, que les croyances que je nourris servent mon objectif. Et par exemple, j'étais persuadée que jusqu'à il y a encore plus qu'une relation très longue ne pourrait qu'être une relation ennuyeuse au bout d'un certain temps. Et donc ça, forcément, je suis pas très cohérente quand j'arrive en disant j'ai envie d'une histoire d'amour pour le restant de mes jours et que je pense qu'en fait je vais vivre de l'ennui à travers cette relation. Enfin, je pourrais en citer plein, mais c'est pas le sujet. Pour moi, oui, le mindset, c'est quelque chose de fondamental. Et puis il y a aussi parfois la posture, tout simplement. Et je pense que parfois on se rend pas compte qu'on peut être renfermé d'une certaine façon face aux autres. C'est mais qu'est-ce qu'il a lui ou qu'est-ce qu'elle a à vouloir m'embêter, pourquoi on vient me parler. Quand on est dans une démarche de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être pas la posture idéale à adopter. Donc ça c'est les points selon moi qui sont essentiels. Mais il y a aussi évidemment se donner plus de chances de faire des rencontres, tout simplement en faisant des sorties dans des environnements dans lesquels on pense que cette personne-là pourrait se trouver. Éventuellement utiliser des applications de rencontres. Je sais que c'est pas, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais c'est un outil qui fonctionne très bien. D'ailleurs, anecdote à ce sujet-là que j'ai trouvé tellement inspirante. C'était sur le délai. En fait, avant, je pouvais passer un mois à parler avec des gens sur les applis parce que c'était confortable, en fait, de rester dans le confort de mon canapé, de discuter. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, c'est pas comme ça, en fait, que tu vas rencontrer quelqu'un et il faut y aller à un moment donné. Et donc, cette année, j'ai décidé qu'à partir du moment où je sentais qu'une conversation était riche, était bien partie, je mettais tout de suite dans mon agenda, au bout d'une semaine, proposer à telle personne une rencontre, un date. Et je le faisais, je l'ai fait à plusieurs reprises. Alors, parfois, la personne a eu le temps de le proposer avant, mais voilà, je le faisais dès que mon alarme sonnait, je me disais, OK, bon, c'est le moment de lui dire, est-ce que tu voudrais? Moi, quand Laura m'avait parlé de ça, j'ai été hyper admirative parce qu'on a le côté je me donne pas le choix. C'est dans mon planning, au moment où je vais ouvrir mon planning, je sais que j'ai à le faire. Et il y avait autre chose que je trouvais extrêmement, inspirant, spécial, c'est le côté ma parole a de la valeur. Parce qu'elle aurait pu ne pas faire, elle aurait pu déroger, se mentir, personne n'aurait jamais su, sauf elle. Et sa parole a de la valeur. Et la troisième chose, le troisième défi là-dedans, c'était quand même de sortir de cette croyance qu'on a encore que c'est l'homme, en fait, quand c'était un homme, en tout cas, que c'est l'homme qui doit faire le premier pas, que c'est l'homme qui doit être à l'initiative. La femme, on dirait qu'il faut qu'elle soit passive, elle reçoit tout et elle ne propose rien. Et ça, c'était mine de rien un petit défi aussi à relever, de se dire, OK, c'est la femme qui va proposer le premier date, qui va dire, et si on allait au restaurant ou et si on allait au cinéma, qui proposait même le type de sortie, c'était mine de rien un petit défi aussi, en fait. Non, c'est pas un petit défi, c'est énorme parce que c'est contre, on a beau tourner. De toute façon, c'est la question de l'égalité. Et encore, tellement mise sur le tapis, c'est qu'on ira nulle part à l'égalité. Et j'adore ça. Et donc, au moment, il y a quelque chose de très assumé dans le fait de proposer un date parce que de la nature du date que tu vas proposer
découlera le type d'interaction que tu auras avec la personne et découlera probablement la façon dont la personne percevra cette proposition. Je trouve ça... wow. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, c'est utile ce que tu dis parce que mon premier date avec donc, la personne qui est actuellement mon amoureux était dans un musée pour une exposition photo. Et ça, je fais juste un petit aparté en parlant de ça parce qu'on s'est pas juste dit, allez, on va aller boire un verre. Ou en fait, tu te sens juste un peu coincé parce que tu es là en face de la personne, vous êtes obligé de vous parler, même si vous sentez que ça se passe pas. Non, là, c'était agréable parce qu'en fait, on se baladait. Donc, il y avait des moments où chacun était de son côté à regarder les photos qui lui plaisaient. Et parfois, lorsqu'une photo attirait particulièrement un des deux, on disait, ah, mais viens, regarde ça, ça me fait penser à telle chose. Donc, tout de suite, on était dans le partage. Et ça, pour moi, le premier date a été révélateur, en fait, de la suite, finalement, de la relation. Je connais ça parler, mais... On est d'accord, je sais, mon cerveau s'est pensé qu'un business. Mais Onora, il faut que tu lances un petit programme. Oh là là. Si 10 idées de dates spéciaux. Si vous recherchez plutôt ci, si vous recherchez plutôt ça, enfin, c'est brillant. Mais oui. C'est extraordinaire. Non, mais il y a plein de gens. Enfin, moi, ça fait trop longtemps, pas qu'à mais j'aurais pas pensé à l'expo. Et une chose est sûre, je peux t'assurer que si j'avais emmené Frédéric au musée, on serait pas là. Tellement on est allé une fois au MoMA à New York, le truc qui s'est parti en bas le Brésil. Non, moi, c'est la chose que c'est un artiste, d'ailleurs, il écrit de la poésie. Donc, en fait, il y avait cette fibre qui faisait que je pouvais. Non, il faut qu'on revienne ici sur l'histoire. On a dérapé. On a dérapé, mais il faut qu'on revienne là-dessus. D'accord. Donc, j'aime beaucoup ce qu'on vient d'évoquer parce qu'on voit deux choses. Tu décides de ce que tu vas partager avec ton groupe de pairs, mais ton groupe de pairs peut t'aider à aller plus loin ou aller dans une direction qui te plaise plus dans ton intimité sans que tu aies dévoilé ton intimité. Bien sûr. C'est extraordinaire. J'adore ça. Mais je trouve même qu'il y a même encore plus de chances qu'ils puissent nous amener plus loin quand on ne révèle pas tant d'informations parce que comme ça, il n'y a pas de limite en fait. Le champ des s'ouvre à elles et elles peuvent juste faire librement des suggestions sans savoir si finalement on a déjà essayé ou pas certaines des pistes en fait. Donc c'est encore plus chouette. C'est calme. Wow, ok. Bon, on peut aborder peut-être les avantages du groupe de paix. Est-ce que tu t'en rappelles? Le fait de mettre le doigt sur nos pensées limitantes, souvent plus facilement que nous. Et ça c'est tout bête, hein, parce que lorsqu'on a une croyance limitante, lorsqu'on adhère à une croyance, on a tendance à la considérer comme une vérité absolue. Et le meilleur moyen de se rendre compte que ce n'est pas une vérité, c'est d'être confronté tout simplement à d'autres façons de penser, à d'autres paradigmes. Et bien forcément, lorsque vous êtes en groupe avec des personnes, vous êtes en contact avec leur vision du monde, leur façon de penser sur les différents domaines de la vie. Et parfois, on se dit, ah, tiens donc, toi, tu as une autre façon de penser que moi. C'est peut-être que finalement, ce n'est pas une vérité, cette façon que j'ai moi de penser. Et en fait, ce n'est qu'une croyance. Et si ce n'est qu'une croyance, je peux donc la changer, je peux donc la remplacer et adhérer à une nouvelle croyance. Donc ça se fait pas toujours dans la simplicité, dans le confort, hein. C'est même souvent le contraire. Mais je trouve que c'est révélateur et ça fait bouger plein de choses en fait. On se rend compte que souvent ce à quoi on a adhéré depuis des années, parfois même depuis toujours, n'est pas vrai pour tout le monde. Arrêtons-nous là. Quand on découvre une croyance limitante, est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé de la faire évoluer? Non, en vérité, on n'est pas obligé. Alors, c'est souvent inconfortable de se rendre compte qu'en fait, c'est ça qui est l'obstacle, qui est un des obstacles, en tout cas, à l'atteinte de l'objectif. Mais on est toujours maître de ce qu'on en fait. Alors, si on choisit de continuer à y adhérer, on le fait en connaissance de cause, en sachant que ça nous ralentit probablement pour tel ou tel objectif, mais on n'est pas obligé. Bon, c'est quand même mieux, mais je suis d'accord avec toi. On ne toi. peut pas toutes les éliminer en même temps. Donc mais il y a quelque chose parce que je vois très régulièrement ça quand je coach des femmes, il y a quelque chose qui est d'extrêmement inconfortable à reconnaître. Oui, c'est une pensée limitante. Oui, c'est ce que je pense et oui, c'est ça qui m'empêche d'y aller. Et cet aveu, est-ce qu'on peut ne pas le faire au groupe? Est-ce qu'on peut juste réaliser qu'il se passe quelque chose et s'organiser pour évoluer? Bien sûr. Encore une fois, on est toujours libre de ce qu'on partage au groupe. Et oui, on peut
on peut simplement dire aux filles merci pour la discussion qu'on a eue cette fois qui a fait émerger certaines choses. Parfois, je dis ça, mais elles ne savent pas ce qui en a émergé. En fait, je les remercie simplement. Et bien sûr qu'on peut décider de faire son chemin seul autour de cette croyance, parce que parfois, justement, c'est quelque chose de très intimidant et qui nous rend vulnérables aussi à découvrir que cette croyance, en fait, est limitante et qu'elle est un obstacle dans tant de domaines de notre vie. Donc, bien sûr qu'on peut décider de la faire sauter à son rythme et de son côté, évidemment. J'adore. Parmi les bienfaits que tu présentais, je crois que c'était le dernier. C'était cette anecdote d'un des membres de ton groupe de père qui te disait on va de victoire en victoire. C'était l'avant-dernier. D'accord. Oui. Est-ce que c'est possible de vraiment ressentir autant de joie que l'autre lorsqu'il atteint ou a une victoire? Bien sûr. Alors, peut-être que je suis mal placée dans ce donc je suis particulièrement empathique, je ressens très fort les émotions, mais évidemment, je pense qu'il suffit de penser, si vous avez des enfants, par exemple, de penser à vos enfants lorsqu'un de vos enfants est fier de quelque chose, vous aussi, de le prendre dans vos bras, de sauter avec lui. Évidemment. Je soupçonne Nora de parler de moi, là. Non. Quand je regarde mes enfants, tout à fait, je la soupçonne. Les gestes qu'elle faisait ressemblaient étrangement aux gestes que je fais en regardant mes 4 enfants. Non, mais bien sûr, en fait, quand on a construit une relation aussi solide avec des personnes dans lesquelles avec lesquelles on a posé un cadre, on a décidé qu'on allait dans la croissance, on travaillait vers notre croissance mutuelle. On a partagé autant ce qui a fonctionné que ce qui a moins bien fonctionné. Forcément, en fait, ça fait que le groupe devient assez soudé. Il y a une cohésion telle que oui, on a envie juste que chacun réussisse. On a envie que chacun aille plus loin et ça démontre toutes ces croyances concernant le fait que les femmes ne puissent pas fonctionner ensemble, qu'elles soient jalouses les unes des autres. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas dans les groupes de pairs, ça fonctionne vraiment parce qu'on a, comme je le disais au tout début, posé des bases et des fondations solides. On s'est engagés les unes envers les autres à faire certaines choses et à ne pas faire certaines choses. Et donc, oui, bien sûr, on a juste envie que chacune réussisse et on se réjouit sincèrement quand une réussit. Et la vérité, c'est que ça ouvre le champ des possibles pour nous aussi, en fait. Quand une des membres du groupe fait quelque chose, on se dit, ah, mais en fait, si elle l'a fait, peut-être que moi aussi, je suis capable. Et donc, tout d'un coup, on se met à envisager des nouvelles possibilités, peut-être des choses qu'on n'avait jamais envisagées avant. Et on se dit, OK, je note ça quelque part. Peut-être que moi aussi, j'irai vers cette destination à un moment donné, bien sûr. Et comme ça ne fonctionne pas, on est collé à vie avec des gens avec qui ça ne fonctionne pas. Ben non, comme dans toute relation d'ailleurs, hein, on a le droit de ne plus y trouver notre compte. Et dans ces cas-là, on dit simplement aux autres qu'on a envie d'essayer autre chose. Et on leur dit merci pour tout. On n'oublie pas de les remercier pour tout ce qu'elles ont apporté, c'est important. Et voilà, et on leur dit qu'on met fin à la collaboration et on s'en va vers de nouvelles aventures. Ça n'a pas besoin de se faire dans le sang, les cris, les larmes. On peut juste, se dire qu'on a envie d'autre chose et continuer. Et normalement, il n'y a pas de normalité, mais a priori, si la cohésion était chouette et que le groupe s'est bien passé, vous resterez sûrement en contact, en fait, avec ces personnes-là. Il y a plusieurs des membres de mes groupes de pairs précédents avec qui je suis restée en contact, avec qui ça se passe toujours bien. Et elles sont des gardiennes de ma puissance encore. Et je suis des gardiennes de leur puissance de façon ponctuelle, mais elles sont encore là à talons. Donc oui, ça fonctionne. Bien sûr qu'on peut. On a presque écoulé notre temps. Est-ce qu'il y a des choses que je ne t'ai pas demandé? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter? Oui, j'aimerais bien parler du dernier bénéfice, justement, qui était le fait que le groupe nous permette de maintenir notre sentiment de sécurité quand tout autour de nous est mouvant. Ça, je pense que c'est peut-être l'un des plus importants. Tout c'était important, mais je pense que ça, c'est important quand, justement, on est dans des périodes où on accomplit des choses, on vit on a des prises de conscience, etc. Parfois, on a des échecs aussi, hein, parce que ça peut arriver. Et dans ces moments-là, on a besoin d'éléments stables. Et on a besoin des routines, par exemple. Hein, ça, c'est un des éléments qui va faire que, OK, on n'a pas besoin de réfléchir, on sait qu'on va faire ça à tel moment, etc. Et on a le groupe de paix. Pour moi, c'est aussi un des éléments qui permet ça.
Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, qu'on ait fait ou pas quelque chose, qu'on ait accompli ou pas des choses, qu'on ait réussi ou pas, en fait, on a rendez-vous avec son groupe de pairs et on lui dit, OK, voilà ce qui s'est passé. Et si ça s'est pas passé comme on voulait, ben, on sait que le groupe de pairs va être là pour nous dire comment est-ce que tu pourrais faire mieux, comment est-ce que tu peux t'assurer que la prochaine fois ça fonctionne, est-ce que nous, on peut t'aider, se mettre à ton service pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Et donc ça, je trouve ça exceptionnel d'avoir à une fréquence régulière ce rendez-vous où on va dire, OK, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé, j'ai besoin de votre soutien pour ça. Ça, pour moi, c'est l'un des plus touchants, je trouve, des bénéfices, c'est qu'on ait ce rendez-vous régulier, même quand autour de nous, plus rien n'est pareil, en fait. J'adore. Le groupe de pairs, c'est la maison. C'est l'endroit où tu sais que de toute façon, tu peux tourner dans tous les sens, c'est la même adresse. En fait. C'est là. Et je complète juste ça en disant qu'extérieurement, parfois, on a certaines images, hein, on a une image particulière aux yeux des autres. Et là, c'est encore plus la maison parce que c'est l'endroit où on peut venir un peu, justement, tout vulnérable et en disant, en fait, ça s'est pas du tout passé dans le bien. Alors qu'extérieurement, les gens ont peut-être l'impression que tout va bien. Là, on peut dire, en fait, c'est pas bon. Même ça me fait penser. Quand tu me dis parfois dans Icebreaker, tu te dis, bon, allez, ça, on refait pas. On refait pas. Vraiment pas. Ça, c'est pas bon. Ouais, on peut ouvrir cet espace-là, cet espace-stage, en fait, qui est tellement ça veut donc dire qu'il y a vraiment une dimension de confidentialité à l'intérieur d'un groupe de pairs. Évidemment, et heureusement, oui, bien sûr qu'il y a cette dimension. Et c'est un postulat de départ aussi, bien sûr. On respecte ce que chacun a envie de parler. Par exemple, typiquement, Emmanuel, qui est donc un des membres et qui est intervenu lors du séminaire, nous étions les seuls à savoir qu'elle allait faire une intervention. Personne dans les ananas impériaux ne savait qu'elle allait parler. Toutes les fois où j'ai eu des propositions de ta part, c'est à elle que j'ai dit et personne ne savait au départ que j'allais l'idée des coaching mindset. Enfin, voilà, donc bien sûr. Et si ça ne s'était jamais fait, personne n'aurait su non plus puisque c'était qu'à elle que ces informations-là étaient partagées. Donc, ouais. Bon, j'espère que si vous êtes membre d'un de mes programmes, vous avez compris à quoi vous échappez ou ce que vous ratez en n'ayant pas de groupe de pairs. Et si vous n'êtes pas membre d'un de mes programmes, j'espère que ça vous a donné envie de créer votre propre groupe de pairs. Il va probablement falloir que vous fassiez preuve d'imagination pour arriver à créer ce groupe à l'extérieur d'un environnement qui a été créé pour ça. Mais c'est possible. C'est pas moi qui ai inventé le concept. C'est pas Honora qui a inventé les bienfaits du concept et les a conceptualisés pour que ça soit simple et intelligible pour vous. Mais ça vaut la peine, en fait. Je dis souvent que, contrairement à ce qu'on pense, le succès au-delà d'un certain niveau a quelque chose d'extrêmement solitaire. Quand tu réussis, au-delà de ce qui est pratiqué autour de toi, il y a cette espèce de vertige de qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je suis toujours moi? Est-ce qu'on m'aime toujours pour ce que je suis? Et qu'est-ce que je fais avec ça? Et avoir un groupe de pairs permet d'expérimenter plus de succès, plus de croissance, mais sans cette espèce de doux ressentiment de solitude, parce que l'homme est un animal grégaire et que l'homme a besoin du groupe. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Dites-nous en commentaire quel groupe de pairs vous avez créé. Bye. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.